La respiration de Megan se figea au moment même où la porte du tribunal militaire se referma derrière elle. L'air avait une densité étrange, presque palpable, comme si chaque regard dans la salle attendait qu'elle s'effondre. Personne ne savait encore que ce qui allait suivre briserait des carrières entières. Pour l'instant, elle n'était qu'une femme seule, debout face à une institution qui l'avait déjà condamnée avant même d'avoir commencé. Les premiers centimètres de son avancée suffirent à déclencher des murmures. À gauche, un jeune lieutenant ricana en murmurant qu'elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant si elle voulait jouer au commando. À droite, un autre demanda si l'instabilité émotionnelle faisait partie de l'entraînement SEAL pour femmes. Il parlait assez bas pour prétendre ne rien assumer, mais avec l'assurance de ceux qui savent qu'ici, on les couvrira. Megan ne tourna même pas la tête. Le juge Whitman, penché au-dessus de son bureau, suivit son entrée avec une lenteur méprisante. Son visage livide s'étira en un demi-sourire quand elle s'arrêta devant lui. Il connaissait déjà le verdict qu'il espérait prononcer. Pour lui, cette audience était une formalité avant la radiation. Pour elle, c'était une mise en scène orchestrée pour la réduire au silence. Le contre-amiral feuilleta son dossier comme s'il y cherchait une note personnelle. « Lieutenant-commandant Carter », dit-il d'un ton tranchant, « vous comparaissez pour insubordination grave, mise en danger de personnel, manquement répété au protocole. » Il leva les yeux par-dessus ses lunettes, et, bien entendu, pour avoir agi en totale contradiction avec votre rôle en tant que mère. Quelques rires s'étouffèrent dans le fond. Megan resta immobile, les mains jointes derrière le dos. Un souffle d'agacement traversa la salle, comme si son refus de réagir dérangeait plus encore que les accusations. La voix de l'accusation se fit entendre presque aussitôt. Le commandant Brooks, sourire calculé, s'avança avec la confiance d'un homme certain que chaque pièce du puzzle a été placée pour lui. « Nous montrerons, annonça-t-il, que l'accusé a systématiquement pris des décisions imprudentes, privilégiant ses instincts personnels plutôt que les ordres. » Il projeta un dossier sur l'écran principal. Plusieurs lignes censurées, d'autres surlignées comme si elles criaient « coupable ». L'opération Crosswind est, à elle seule, l'exemple parfait. 43 minutes de silence radio, un abandon de poste non justifié, une menace d'échec total de la mission. Dans les rangs, quelques officiers hochèrent la tête comme s'ils assistaient à une pièce bien répétée. Megan ne cligna pas des yeux. Elle sentait pourtant, derrière le brouhaha feutré, d'autres regards. Au dernier rang, un homme en civil, discret, presque invisible, la fixait silencieusement. L'amiral retraité Thomas Caldwell. Pour quelqu'un venu par hasard, il semblait écouter chaque mot avec une précision chirurgicale. Brooks continua son cirque. Témoin, fiable, extrait de rapports modifiés, insinuations sur son tempérament prétendument difficile à gérer. Megan ne répondait à rien, n'écrivait rien, ne protestait jamais. Sa tranquillité commençait à irriter. Le juge tapota nerveusement son stylo, comme s'il redoutait qu'elle entende quelque chose qu'elle ne devait pas entendre. Puis vint la question, celle qu'elle savait inévitable. Indiquez à la cour votre ancien indicatif radio, lieutenant-commandant Carter. Le silence se fit, lourd, suspendu. Autour d'elle, certains s'attendaient à un surnom banal, presque ridicule. Ils attendaient de quoi rire. Le juge lui-même s'humecta les lèvres, comme s'il savourait déjà l'humiliation qu'il allait pouvoir infliger. Megan leva lentement les yeux. Elle ne répondit pas. Pas encore. Elle observa la salle un instant, les uniformes, les dossiers falsifiés, les sourires préfabriqués. Plus loin, un journaliste griffonnait frénétiquement dans un carnet, le seul, semblait-il, qui cherchait quelque chose d'autre que le scandale. Michael Hayes. Elle l'avait remarqué à son entrée. Un regard qui ne jugeait pas. Un regard qui comprenait. Whitman répéta la question, d'un ton plus sec. « Votre indicatif radio, lieutenant-commandant, maintenant. » Elle inspira légèrement, comme si elle prenait la mesure exacte de l'air qu'elle avait le droit d'utiliser. « Ce n'est pas pertinent pour la procédure, monsieur, » répondit-elle calmement. Le juge sourit, satisfait de pouvoir l'accuser d'obstruction. « Vous refuserez d'obéir, ici aussi ?» Dans le fond, un officier en uniforme serra les mâchoires. Un autre détourna le regard, mal à l'aise. L'atmosphère avait changé d'une façon presque imperceptible. Megan comprit alors qu'il n'était pas prêt. Ni eux, ni lui. Il pensait avoir déjà gagné. Elle se redressa légèrement et choisit délibérément
De se taire encore. Un simple refus de s'effondrer, une provocation silencieuse, une première fissure dans une machine trop sûre d'elle. Ce fut ainsi que se termina la première journée, non pas par une explosion, mais par un souffle retenu, une tempête contenue. L'impression étrange que quelque chose venait de se décaler, très légèrement, dans l'ordre établi. Le système attendait son obéissance. Elle lui offrait son mutisme. Et pour la première fois, quelques visages se demandèrent « Et si Megan Carter n'était pas celle qui devait trembler ici ?» Le soleil n'était encore qu'une lueur pâle, lorsqu'Emily sortit de sa chambre, ses chaussettes dépareillées glissant sur le parquet ciré. Megan, déjà en uniforme civil, préparait du café en silence. La veille l'habitait encore, non pas comme un choc, mais comme une couche supplémentaire de tension qu'elle avait appris à ranger entre ses côtes, là où rien ne déborde. « Maman, tu dois encore aller au tribunal aujourd'hui ?» La fillette triturait un dossier d'école rempli d'images de renards nocturnes, ses animaux préférés. « Oui, » répondit Megan doucement, « c'est juste administratif. » Elle détestait mentir à sa fille, mais Emily n'avait pas besoin de porter les ombres de ce monde-là. Sur le chemin de l'école, elles longèrent les bâtiments propres et sévères de la base navale de San Diego. Les drapeaux bruissaient dans le vent marin, les silhouettes en uniforme se pressaient vers les hangars et les centres d'entraînement. À mesure qu'elles avançaient, Megan sentait les regards, certains compatissants, d'autres curieux, beaucoup hostiles. Les rumeurs circulaient vite sur une base. 2 femmes en uniforme échangèrent à voix un peu trop haute. « C'est elle, tu sais, l'affaire Crosswind. Une SEAL qui quitte son poste 40 minutes. Tu parles d'un modèle. » Emily regarda sa mère, inquiète. « Tu vas bien ?»« Toujours, » répondit Megan. C'était vrai. Tant qu'elle tenait la main de sa fille, le monde pouvait brûler. À l'entrée de l'école, Emily s'arrêta net. Son visage se fit grave, inhabituellement sérieux pour ses 12 ans. « Maman, je sais que ce n'est pas juste administratif. » Megan sentit sa gorge se serrer un instant. « Ce n'est rien que je ne puisse gérer. Papa disait toujours que tu étais la personne la plus forte de la Terre. » Un reflet traversa ses yeux, un souvenir vif et douloureux. « Ton père exagérait beaucoup, » murmura Megan. « Non, il disait la vérité. » Emily la serra fort, de toutes ses forces d'enfant. Puis elle disparut dans la cour d'école, laissant derrière elle un parfum de papier neuf et de courage fragile. Dès que la grille se referma, Megan changea imperceptiblement. Ses épaules se redressèrent, son pas devint plus précis. Le masque du quotidien glissa, révélant l'ancienne opératrice qui calculait chaque détail. Sur le parking, elle remarqua une voiture noire, la même que la veille, garée plus loin, moteur froid. Une silhouette derrière le volant, immobile. Pas une famille de la base, pas un voisin, pas un hasard non plus. Elle ne ralentit pas, ne montra rien. Elle monta dans sa propre voiture, la verrouilla d'un geste fluide, démarra sans un regard pour le rétroviseur. La filature se confirma au premier virage. 2 secondes de retard, distance constante, trajectoire identique. Amateur, pas du renseignement militaire, pas dans ses standards en tout cas. Elle prit la direction de chez elle. La maison semblait intacte, mais ses sens, aiguisés par des années d'opération, détectèrent la dissonance, une anomalie, minuscule, mais présente. Le cadre photo dans l'entrée légèrement incliné, le tapis du couloir décalé de quelques centimètres, un tiroir du meuble télé fermé trop vite, elle reconnaissait la vibration du bois mal emboîté. On n'avait rien volé. On avait cherché. Ou averti. Elle inspecta chaque pièce avec la précision d'un prédateur discret. Rien. Aucun dispositif, aucune trace thermique récente. Mais l'intention était là, flottant comme une odeur imperceptible. Dans sa chambre, elle posa un genou au sol et glissa les doigts sous la latte dissimulée. Le compartiment secret s'ouvrit. À l'intérieur, un seul objet. Le petit renard en bois sculpté, usé par les années. Le symbole d'une autre vie. Une vie que personne ici ne devait connaître. Puis son téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Pas de signature. Protocole Firebird activé. Surveille tes arrières. Elle effaça le message immédiatement, sans cligner des yeux. Le protocole Firebird n'était jamais activé pour des affaires disciplinaires, seulement lorsque l'intégrité d'un opérateur clandestin était compromise, ou lorsqu'un secret risquait d'être exposé. Une SEAL classique ne recevait jamais ce message.
Une mère non plus. Elle se dirigea vers la salle de bain, ouvrit l'eau froide, s'y rinça le visage longuement. Son regard dans le miroir n'avait aucune peur, seulement cette concentration brûlante qui l'avait accompagnée dans des zones où personne ne revenait. Elle sentait les lignes se resserrer autour d'elle. Elle sentait que quelqu'un, quelque part, commençait à paniquer. Elle sentait surtout une vérité nouvelle. Ce procès n'était pas destiné à la juger. Il était destiné à la neutraliser. La pensée glissa dans son esprit comme une lame sous tissu. Ils savent comme quelque chose. Ou ils craignent que je sache encore plus. L'heure avançait. Elle attrapa sa veste, verrouilla la maison d'un geste sec et monta en voiture. Aujourd'hui, au tribunal, quelqu'un tenterait de la battre. Peut-être pas physiquement, pas encore. Mais elle n'avait jamais été du genre à tomber sans combattre. Shadow Fox, même silencieuse, n'était jamais une proie. Le deuxième jour d'audience débuta sous un ciel bas, comme si même la base refusait de respirer pleinement. Lorsque Megan franchit les portes du tribunal, l'agitation intérieure était palpable. Les sièges se remplissaient vite, plus vite que la veille. Les murmures avaient changé. Moins moqueurs, plus tendus, comme si quelque chose s'était fissuré dans la conviction collective. Mais dès qu'elle entra, les regards se durcirent de nouveau. La machine n'avait pas encore compris qu'elle perdait du terrain. Le commandant Brooks, déjà en place, affichait un calme exagéré. Ses épaules rigides trahissaient pourtant un agacement qu'il tentait de masquer. Il jeta un bref coup d'œil au juge Whitman, un regard de connivence, presque un signal. « L'audience peut reprendre », annonça le juge. Le lieutenant Andrew Collins fut appelé. Jeune, impeccablement coiffé, droit comme un pilier, trop droit. Megan observa la tension dans ses mains, la manière dont ses yeux évitèrent les siens. Un témoignage répété, calibré, appris par cœur. Lieutenant Collins, expliquez à la cour ce que vous avez observé le 12 avril, demanda Brooks d'une voix mielleuse. Collins hocha la tête. L'officier Carter a quitté son poste pendant environ 40 minutes au cours d'une phase critique de l'opération Crosswind. À son retour, elle a affirmé avoir sécurisé une zone secondaire sur la base d'informations non autorisée. Aucune vérification n'a confirmé ses dires. Sa décision a retardé l'opération et mis notre unité en danger. Chaque mot tombait avec la précision d'un métronome. Megan resta parfaitement immobile. Elle ne cligna même pas des yeux. Brooks fit quelques pas, théâtral. Confirmez-vous que l'officier Carter a agi de manière isolée, sans avertir son équipe, ni respecter les protocoles? Oui, monsieur. Et qu'elle a ensuite justifié son absence par une prétendue présence de civils dont aucun rapport n'a fait état? Oui, monsieur. Une simple pièce dans un mécanisme de mensonge. Le juge Whitman, satisfait, se permit un sourire. Souhaitez-vous contre-interroger, lieutenant-commandant Carter? Elle leva les yeux vers Collins. Le jeune homme détourna le regard. Non, monsieur, répondit-elle calmement. Ce refus provoqua un frémissement. Pour certains, c'était une confirmation de culpabilité. Pour d'autres, un acte de défi silencieux. Pour Whitman, une opportunité. Notez. L'accusé persiste dans son refus de défendre sa position. Brooks reprit. À la lumière de ces éléments, il devient clair que l'officier Carter présente un manque de discipline incompatible avec les attentes d'une unité d'élite. La phrase se dilua lorsque quelque chose au fond de la salle capta l'attention de Megan. Michael Hayes, le journaliste, griffonnait avec une intensité inhabituelle. Son regard passait sans cesse de Collins à l'équipe de l'accusation. Quelque chose le dérangeait visiblement. Il avait remarqué ce que beaucoup ignoraient. Collins récitait trop bien. Lorsque la pause fut annoncée, Megan se dirigea vers une fenêtre isolée. Elle préférait les murs qui n'ont pas d'oreilles. Quelques instants plus tard, Hayes la rejoignit. « Je sais que vous n'avez aucun intérêt à me parler, » dit-il doucement. Elle ne répondit pas. Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis sortit une feuille imprimée. « J'ai vérifié les déploiements du lieutenant Collins. » Il baissa la voix. Il n'était même pas dans le pays le jour de l'opération Crosswind. Megan prit le papier sans le lire, le replia et le glissa dans sa poche. « Pourquoi me dire cela ? Parce que je reconnais une machination quand j'en vois une. Et... » Il hésita. « Mon frère. En 2007, Ramadi. Son unité était encerclée. On leur avait dit qu'il n'y avait aucune chance de les sortir. Puis quelqu'un est arrivé, une ombre, une femme, je crois. » Son regard se planta dans le sien. Il l'appelait Renard Fantôme, Shadow Fox. Megan resta de marbre.
Peut-être qu'il a embelli le récit, dit-elle sans émotion. Ou peut-être que certaines vérités n'ont jamais été racontées, répondit Ace. Avant qu'elle ne puisse répondre, un mouvement dans le couloir attira son regard. Un officier en civil, oreillette transparente, observait la scène d'un peu trop près. Un autre, près de la porte, semblait vérifier la présence de Reynolds. Quelqu'un n'aimait pas que Ace parle. L'audience reprit dans une atmosphère plus lourde encore. Le juge Whitman trépignait d'impatience, comme si le temps pressait désormais. Megan déposa une enveloppe scellée sur la table. « Demande d'accès au dossier pertinent à l'opération Crosswind, monsieur. » Whitman prit l'enveloppe, la parcourut, puis la déchira d'un geste sec. « Rejetée. Ces opérations n'existent pas officiellement. » Le son du papier déchiré résonna dans la salle comme un coup de feu étouffé. Brooks esquissa un sourire victorieux. Megan ne bougea pas. Elle savait que ce refus n'était pas un mur. C'était un aveu. Ils avaient peur de ce que contenaient ces dossiers, peur de ce qu'elle pourrait montrer. Lorsqu'elle retourna à sa place, la commandante Victoria Reynolds entra. Son uniforme parfaitement ajusté portait les insignes du secrétariat à la défense. Elle remit un document au juge. Whitman pâlit. « L'audience est ajournée jusqu'à demain matin », annonça-t-il d'une voix étranglée. Dans la salle, un murmure stupéfait parcourut les spectateurs. On n'ajournait jamais une audience disciplinaire pour la visite d'un commandant. Megan resta la dernière à sortir. Là, devant les portes closes, une pensée se forma lentement. Ils commencent à perdre le contrôle. Et lorsqu'un système commence à avoir peur, il devient dangereux. Le lendemain, la salle du tribunal semblait différente, comme si l'air lui-même hésitait à circuler. Les sièges étaient presque entièrement occupés avant même l'arrivée du juge. Des officiers supérieurs, absents les jours précédents, s'étaient installés en silence, observant tout avec une attention calculée. Quelque chose avait changé. L'audience n'était plus une simple formalité disciplinaire. C'était devenu un foyer incandescent, prêt à exploser à tout moment. Megan entra la tête haute, comme si la veille ne lui avait rien coûté. En réalité, elle avait dormi à peine 3 heures, son esprit analysant les mouvements subtils du commandement, les regards nerveux, l'apparition inattendue de Reynolds. Elle savait reconnaître une structure qui commençait à s'effriter. Lorsque Whitman prit place, ses mains tremblaient légèrement. Il les posa à plat pour cacher ce détail, mais Megan l'avait remarqué. Brooks, lui, avait perdu son assurance théâtrale. Ses yeux cherchaient un point invisible, comme un élève qui aurait perdu la version préparée de son exposé. « L'audience reprend », annonça le juge d'une voix plus sèche qu'à l'habitude. Le capitaine Robert Carter fut appelé à la barre. Son pas était assuré, sa posture droite, mais son regard trahissait un conflit interne. Il avait servi sous Megan pendant 3 déploiements. Il connaissait la vérité. Restait à savoir s'il choisirait le courage ou la carrière. « Capitaine, commencez votre déclaration », ordonna Brooks. Robert inspira profondément. L'officier Carter interprétait les ordres à travers le prisme du succès de la mission. Le juge fronça les sourcils. Autrement dit, elle n'obéissait que lorsqu'elle l'estimait nécessaire. « Non, monsieur », répondit Robert sans ciller. Cela signifie qu'elle adaptait les directives aux réalités du terrain afin de minimiser les pertes et maximiser l'efficacité opérationnelle. Un murmure parcourut la salle. Whitman se redressa, irrité. « Capitaine Carter, vous êtes ici pour témoigner des faits, pas pour défendre l'accusé. »« Je témoigne des faits, monsieur. » Brooks s'avança, agacé. « Capitaine, lors de l'opération Crosswind, considérez-vous que l'accusé a mis votre équipe en danger ?» Robert le regarda longuement. « Non. Ce qui a mis l'équipe en danger, c'est l'absence d'informations cruciales qui auraient dû figurer dans le briefing initial. Ce fut comme une fissure nette dans un mur trop tendu. » Plusieurs officiers se tournèrent l'un vers l'autre. Whitman tapa du poing sur son bureau. « Recentrons-nous. Capitaine, avez-vous ou non constaté une absence non autorisée de la part de l'officier Carter durant la fenêtre opérationnelle spécifiée ?»« Oui, » répondit Robert. Un sourire triomphant éclaira un instant le visage de Brooks. « Mais, reprit-il, elle n'était pas en train d'abandonner son équipe. Elle répondait à une information que nous aurions dû recevoir. » Il marqua une pause. La présence de civils sur le site. La salle se glaça. Whitman tenta d'intervenir, mais quelqu'un le devança. Victoria Reynolds se leva. Son uniforme impeccable attirait désormais tous les regards.
Elle portait un dossier scellé du secrétariat à la Défense. Elle s'avança vers la barre, salua brièvement, puis prit la parole d'une voix ferme, contrôlée. La division navale du secrétariat à la Défense a procédé à une révision des communications opérationnelles liées à Crosswind. Nous avons identifié plusieurs divergences majeures entre les rapports officiels et la réalité des renseignements disponibles à l'époque. Elle actionna l'un des écrans. Un document apparut, estampillé « classifié », puis immédiatement surchargé d'un tampon rouge, déclassifié pour procédure. Les premières lignes mentionnaient « transmission prioritaire », 23 civils identifiés sur zone, 11 mineurs confirmés, horodatés, 3 heures avant l'assaut. La salle explosa en murmures, des chuchotements indignés, des regards outrés, des mouvements nerveux. Certains officiers pâlirent en réalisant l'ampleur de ce qui était en train d'être dévoilé. Whitman tenta maladroitement de reprendre le contrôle. « Ces documents ne peuvent être présentés ici. Ils viennent d'être officiellement autorisés, » répondit Reynolds sans le moindre tremblement. Elle lança un autre dossier sur l'écran. « Voici les échanges internes du centre de commandement, accusant réception de ces mêmes renseignements. » Brooks sembla perdre la voix. Son menton se crispa, puis il tenta une attaque désespérée. Ces informations n'ont jamais été confirmées par les services de renseignement sur le terrain. « Ils l'ont été, » répliqua Reynolds. Elle fit apparaître un troisième document. Validée, authentifiée, transmise, puis bloquée au niveau du commandement supérieur. Silence. Un silence épais, brutal, presque suffocant. La vérité se répandait comme une onde de choc. Ce qui avait semblé limpide les jours précédents prenait désormais une teinte sombre, complexe, dangereuse. Les accusations contre Meghan s'effondraient pièce par pièce. Et plus que tout, la salle comprit une chose. Si une telle information avait été supprimée, alors Crosswind n'était pas un simple fiasco tactique. C'était un mensonge d'État. Meghan ne sourit pas. Elle ne bougea même pas, mais derrière son calme, une flamme ancienne, glaciale, recommençait à brûler. Le juge Whitman, livide, tenta de prononcer une suspension. L'audience sera interrompue. Mais personne ne l'écoutait plus. L'autorité avait quitté son siège, avait traversé la salle et s'était posée ailleurs, sur les épaules d'une femme que l'institution avait voulu effacer. Ce jour-là, pour la première fois, tous comprirent que Meghan Carter n'était pas une accusée. Elle était une menace pour ceux qui avaient bâti leur pouvoir sur des mensonges. Dans un bâtiment discret, loin des bureaux illuminés, l'amiral Caldwell entra dans une salle sécurisée où l'attendait Victoria Reynolds. Elle se tenait droite devant une console cryptée, les mains jointes dans le dos. « Vous avez vu la réaction de Whitman ?» dit-elle sans préambule. « Il sait que ses propres messages vont ressortir. »« Il ne sait pas encore à quel point, » répondit Caldwell en refermant la porte derrière lui. Il posa un dossier sur la table. Le logo du commandement des opérations spéciales y brillait faiblement. « Si nous autorisons la divulgation complète, » poursuivit Reynolds, « nous exposons tout le programme clandestin. 20 ans de missions, d'actifs dormants, de protocoles non déclarés, je le sais. Vous comprenez ce que cela implique ? » ?»« Oui, » dit Caldwell, « et je prends la responsabilité. » Il s'assit, les yeux fixés sur l'écran où apparaissaient des fragments de transmission encryptés, des noms de code, des dates. Crosswind n'était que l'un des volets d'un ensemble bien plus vaste, le genre de choses qu'un gouvernement ne reconnaissait jamais, même dans les couloirs les plus sécurisés. « Si Carter parle, » ajouta Reynolds, « tout deviendra public, son call sign, ses opérations, les extractions qu'elle a menées, notre implication directe. »« C'est déjà trop tard, » dit Caldwell. « Ils ont voulu la sacrifier, ils ont forcé notre main. » Il appuya sur un bouton. Une procédure s'afficha. Autorisation Firebird. Confirmation finale requise. Reynolds déglutit. Une fois validé, il n'y aura plus de retour en arrière, je sais. Puis il ajouta, d'un ton plus bas, Shadow Fox a sauvé plus de vies que tous ceux qui la jugent. Je ne la laisserai pas tomber. Il confirma l'autorisation. De l'autre côté de la base, Meghan rentrait chez elle. Les lampadaires diffusaient un halo jaune sur le bitume humide. Elle avait la démarche de quelqu'un qui ne laisse jamais paraître sa fatigue, mais dont l'esprit tournait à plein régime. La maison était plongée dans une semi-obscurité. Emily dormait déjà chez la voisine. Meghan posa ses clés, retira sa veste et resta un moment immobile au milieu du salon, à écouter le silence.
Ce silence-là, elle le connaissait. C'était un silence de prédateur qui tourne autour de sa proie. Elle vérifia chaque fenêtre, chaque verrou. Puis elle se rendit dans la chambre, s'assit au bord du lit et prit une longue inspiration. Elle activa son ancien réflexe, respiration tactique en 4 temps. 1, 2, retenir, expirer, recommencer. Tout dans son corps se calma progressivement, mais son esprit restait vif, précis. Une cille ne se laissait pas surprendre par la peur. Elle l'apprivoisait. Son téléphone vibra. Un message codé, simple, court, autorisation Firebird confirmée. Elle resta immobile une seconde. Pas de panique, pas de surprise, juste la confirmation qu'une guerre invisible venait de changer de camp. Elle se leva et ouvrit le compartiment secret sous son lit. Le renard en bois l'attendait, immobile, témoin silencieux d'une époque qu'elle avait enterrée. Elle le prit entre ses doigts et laissa glisser son pouce sur les reliefs usés. Une arme n'était pas toujours métallique. Elle se rendit ensuite dans la salle de bain, éclairée seulement par le néon blafard. Son reflet la fixait, un visage calme mais tendu par l'adrénaline. Elle pensa à Émilie, à ce qu'elle devrait lui dire une fois tout cela terminé. Une pensée lourde, presque douloureuse, puis un coup léger à la porte d'entrée. Elle se raidit, aucun voisin ne se serait présenté à cette heure. Elle marcha silencieusement jusqu'au couloir, effleurant du bout des doigts l'interrupteur, mais ne l'alluma pas. « Mégane » appela une voix douce. C'était la voisine. Elle ouvrit légèrement. « Émilie avait du mal à dormir, dit-elle. Elle voulait vous dire bonne nuit. » La fillette se glissa dans la maison et se jeta dans les bras de sa mère. « Tu vas revenir demain » demanda-t-elle d'une petite voix. « Oui. »« Tu promets ?»« Je promets. » Mégane la serra plus fort encore. Elle n'avait jamais cassé une promesse de mission. Elle ne commencerait pas avec sa fille. Lorsqu'Émilie fut couchée, Mégane resta un long moment à la regarder dormir. La lumière douce du couloir éclairait son visage paisible. Ce n'était pas la guerre qui lui faisait peur, c'était l'idée qu'Émilie puisse la voir se battre seule. Elle retourna ensuite au salon. L'heure avançait. Le procès du lendemain serait le plus dangereux de tous, pas à cause des accusations, mais à cause de ce qui allait être dévoilé. Elle se prépara mentalement, comme avant une infiltration. Les gestes étaient anciens, mais le corps n'oublie jamais. Vérification de la montre, respiration contrôlée, visualisation des risques. Une pensée claire s'imposa. Demain, ils sauront qui je suis vraiment, et ils regretteront d'avoir essayé de me briser. La nuit s'épaissit, pleine de tensions contenues. Demain, Shadow Fox se tiendrait enfin au centre de la salle. Le 3e jour, l'air du tribunal avait changé de densité. On n'entrait plus dans une salle d'audience, mais dans un champ de bataille silencieux. Les rangées habituellement clairsemées étaient pleines à craquer. Des uniformes chargés d'étoiles, des représentants du conseil, des opérations conjointes, des officiers que Mégane n'avait plus vus depuis des années. Tous venus pour assister à quelque chose dont personne n'osait encore prononcer le nom. Quand Mégane franchit la porte, la murmure se transforma en un flot étouffé d'interrogations. Certains se redressèrent instinctivement, comme si la discipline militaire reprenait ses droits malgré eux. Elle traversa la salle avec un calme implacable, ignorant les regards, les chuchotements, l'odeur métallique de la nervosité. Whitman, le juge, avait le visage tiré, livide. Il ne regardait presque plus Mégane. Il jetait des coups d'œil rapides vers une pile de documents reçus tôt ce matin, des documents qu'il aurait préféré ne jamais voir. Le premier témoin du jour fut appelé. Contre-amiral Jonathan Pierce. Mégane le connaissait de réputation. Un homme dur, rigide, dont la carrière reposait sur une façade impeccable. Il s'installa à la barre d'un geste calculé, comme s'il enterrait déjà l'officière assise en face de lui. Brooks sourit, soulagé d'avoir retrouvé un terrain plus favorable. « Contre-amiral, confirmez-vous que vous n'avez reçu aucun renseignement fiable sur la présence de civils durant l'opération Crosswind ?»« Affirmatif, » répondit Pierce d'une voix posée. Aucun rapport vérifié n'indiquait la présence de civils sur zone. L'officier Carter a quitté son poste sans autorisation, se fondant sur des données inexistantes. Il parlait avec une assurance glacée, comme si les révélations de la veille n'avaient jamais existé. Mais ses yeux trahissaient quelque chose, une crispation subtile, un éclat de nervosité mal contenu. Lorsque Brooks eut terminé son interrogatoire, Mégane se leva. Elle n'avait posé presque aucune question depuis le début du procès. Cette fois, elle avança jusqu'à la barre. « Contre-amiral Pierce,
demanda-t-elle d'un ton neutre. « Étiez-vous physiquement dans la salle de commandement au moment de l'opération ?» Pierce parut surpris. « Non, je supervisais depuis le Pacific Command HQ. » « Donc, dit-elle calmement, vous n'aviez pas accès au flux de renseignements en temps réel. Les rapports me parvenaient par canaux sécurisés. Avec un délai variable, c'est la procédure standard. » Un silence tendu s'installa. Megan poursuivit. « Alors comment pouvez-vous affirmer qu'aucun renseignement fiable n'existait si vous n'étiez pas présent et dépendiez de transmissions filtrées ?» Une vague d'inconfort parcourut la salle. Pierce ouvrit la bouche, mais une voix froide coupa la discussion. « Présentez les journaux de communication. » Victoria Reynolds venait de se lever. Elle avait dans les mains un dossier portant le sceau du secrétariat à la défense. Elle s'avança, tapa un code sur le pupitre du tribunal. Les écrans s'allumèrent. Une première ligne apparut. T0312. Confirmation visuelle, 23 civils identifiés. T02 48. Présence de mineurs confirmés. T02.10. Demande d'annulation ou modification de l'assaut. Signature non cryptographique, horodatage, chaîne d'autorité, aucune ambiguïté possible. Un frisson parcourut la salle. Brooks pâlit. Whitman baissa la tête. Même Pierce recula légèrement dans son siège, comme frappé d'une onde invisible. « Ces données, commença-t-il, ont été validées par 3 services distincts, répondit Reynolds. Elle fit défiler d'autres écrans. Et bloquées au niveau du commandement. Elle marqua une pause. Votre niveau. Un choc sourd secoua l'audience. Des murmures indignés fusèrent. Certains officiers se redressèrent brusquement, d'autres échangèrent des regards chargés d'une même question. Qui a étouffé l'information et pourquoi ? Brooks tenta encore une contre-attaque. Ces documents peuvent avoir été modifiés. Signature cryptographique, répliqua Reynolds, falsifiée par un tiers. Pour falsifier ceci, il faudrait avoir accès au cœur du système du Pentagone, commandant Brooks. Voulez-vous suggérer que l'accusé en est capable ? Le silence qui suivit était presque cruel. L'expression de Brooks s'effondra. Whitman passa une main tremblante sur son front. Pierce resta figé, incapable de formuler une défense cohérente. Les fondations du mensonge venaient de céder. Le reste de la journée se déroula comme si quelqu'un avait ouvert une brèche dans un mur considéré jusque-là impénétrable. Des officiers se consultaient en silence, des téléphones vibraient dans des poches pourtant censées être éteintes. Des regards se détournaient lorsqu'on prononçait le mot « suppression ». Megan, elle, restait immobile. Elle ne savourait pas la chute de ceux qui avaient voulu la détruire. Elle savait que ce n'était qu'un début. Le plus dur restait à venir. Car dans les couloirs, dans les regards fuyants, dans l'agitation nouvelle des officiers supérieurs, un message se dessinait clairement. Ils venaient de comprendre que Megan Carter n'était pas seulement une officier victime d'un complot. Elle était la clé d'un secret beaucoup plus grand. Et désormais, le tribunal ne pouvait plus contenir la vérité qui menaçait d'y exploser. Le 4e jour d'audience ressemblait à une cérémonie funéraire dont personne n'osait encore nommer le défunt. La salle était pleine avant même l'ouverture officielle. Pas un siège libre. Les officiers supérieurs alignés comme pour une inspection. Les jeunes recrues immobiles, crispés. Même les journalistes, d'ordinaire bavards, chuchotaient à peine. Le silence avait changé de nature. Ce n'était plus celui d'une simple procédure militaire. C'était celui d'un champ de mines où la moindre phrase pouvait déclencher une déflagration. Quand Megan entra, l'atmosphère se contracta comme un muscle tendu. Elle avança avec la lenteur maîtrisée d'un soldat qui connaît déjà la trajectoire de chaque regard posé sur elle. Whitman aussi l'observait, mais sa posture avait perdu toute vigueur. Ses mains tremblaient. Il jetait des coups d'œil furtifs aux officiers du Conseil des opérations conjointes, comme un homme cherchant désespérément une sortie qui n'existait plus. Il ouvrit la séance d'une voix arrachée. Pour compléter le profil de l'accusé, le tribunal demande que l'officier Carter précise son ancien indicatif radio. Il ajouta, comme s'il cherchait encore un semblant d'autorité, pour le contexte de son dossier. Dans la salle, quelques journalistes levèrent la tête. Rien d'extraordinaire, juste une question administrative, un petit détail, une formalité. Mais plusieurs officiers, ceux qui savaient, se raidirent imperceptiblement. Megan leva les yeux vers Whitman. Elle comprit ce qu'il tentait. La dernière carte, la dernière humiliation,
l'ultime pression. Il voulait la pousser à avouer quelque chose qu'il pourrait ensuite déformer, la salir encore un peu. Elle inspira lentement, ses lèvres s'ouvrirent, et 2 mots tombèrent dans la salle comme des pierres glaciales. « Shadow Fox, monsieur. » Le silence fut total, un silence absolu, violent, presque sacré. Puis un bruit résonna. Un garde-marine, près de la porte, avait laissé tomber son clipboard. Le claquement rebondit contre les murs comme un coup de tonnerre. On aurait pu croire à une détonation invisible. Dans les rangs, plusieurs officiers échangèrent des regards incrédules. D'autres se redressèrent instinctivement, comme si ce nom suffisait à rétablir des années de discipline. Caldwell se leva, lentement, délibérément, et la salle bascula. Victoria Reynolds, droite comme une lame tirée du fourreau, appuya sur le pupitre électronique. Tous les écrans du tribunal s'allumèrent d'un coup. Une cascade de fenêtres cryptées, de dossiers dont l'existence avait été niée pendant des années. Des codes apparaissaient, des opérations clandestines, des extractions impossibles, des cibles neutralisées dans des zones où aucune présence américaine ne devait exister. Des missions qui avaient sauvé des diplomates, des soldats, des civils, des équipes entières condamnées à mourir. Une seule signature revenait. Encore, et encore. Shadow Fox. Le souffle collectif dans la salle se coupa comme si l'on avait aspiré l'air. Le visage de Whitman se décomposa. Il ouvrit la bouche, referma, tenta de reprendre son rôle, mais il n'y avait plus de rôle à jouer. Caldwell s'avança vers la barre. Sa voix était calme, impeccable, implacable. Yoas, en tant qu'ancien directeur du commandement des opérations spéciales navales, je certifie sous serment que l'officier Carter, ici présente, est Shadow Fox. Il marqua une pause lourde. 23 extractions à haut risque, 117 personnels américains et alliés ramenés vivants. 11 cibles de premier ordre mises hors d'état de nuire. 0 perte dans son unité. Un murmure choqué s'éleva, vite étouffé. Les jeunes officiers qui la méprisaient en la veille baissèrent les yeux, honteux. D'autres, plus âgés, la dévisageaient comme on regarde une légende vivante. Reynolds ajouta « Toutes les opérations que ce tribunal a prétendues inexistantes sont inscrites ici, avec preuve, horodatage, validation, signature cryptographique. » Elle regarda Whitman droit dans les yeux. « Et elles contiennent aussi vos ordres, contre-amiral. » Des murmures incrédules avalèrent la pièce. Les messages défilèrent sur les écrans, communication interne entre Whitman et d'autres responsables, instructions visant à neutraliser Meghan avant qu'elle ne puisse dénoncer la suppression volontaire des renseignements pendant Crosswind. La vérité n'était plus cachée, elle brûlait chaque visage dans la salle. Brooks tenta un geste vers le pupitre, comme pour interrompre l'affichage. Un agent de sécurité lui posa une main sur l'épaule. Il se figea, livide. Pierce, lui, blêmit d'un coup. 2 officiers du renseignement naval se rapprochèrent de lui sans un mot. La salle était à l'arrêt, suspendue dans ce moment où tous comprenaient que l'ordre établi venait de s'effondrer. Meghan, elle, restait immobile, pas fière, pas triomphante, juste calme, comme quelqu'un qui a survécu à des tempêtes dont ses hommes ne pouvaient même pas imaginer la violence. Whitman tenta encore. Ce tribunal doit... Sa voix se brisa. Il venait de comprendre que le tribunal n'était plus le sien, et que le nom prononcé par Meghan avait changé pour toujours le rapport de force. Shadow Fox n'était plus un mythe chuchoté dans des couloirs sécurisés. Elle se tenait devant eux, et l'institution venait de se mettre à genoux sans même qu'elle ne l'exige. La salle resta suspendue plusieurs secondes après la révélation. Personne n'osait bouger. On aurait dit qu'une onde invisible venait de traverser l'air, brisant la structure même du tribunal. Le juge Whitman n'était plus qu'une silhouette vacillante derrière son bureau. Brooks, lui, semblait chercher un appui, un mot, n'importe quoi qui pourrait renverser ce qui venait d'être exposé. Mais rien ne venait. Le représentant du secrétariat à la défense se leva alors, sa voix ferme tranchant dans le silence. À la lumière des éléments présentés, toutes les charges contre le lieutenant-commandant Carter sont officiellement abandonnées, avec effet immédiat. Un choc parcourut la salle. Whitman voulut protester. « Vous ne pouvez pas... » Cette audience... Mais l'homme ne lui accorda même pas un regard. 2 agents du renseignement naval s'approchèrent du juge. Contre-amiral Harold Whitman,
Vous êtes relevé de vos fonctions en attendant une enquête fédérale. Veuillez nous suivre. » Whitman ouvrit la bouche comme pour s'indigner, mais aucun son ne sortit. Il fut escorté hors de la salle, son pas traînant, son uniforme soudain trop lourd pour ses épaules. À peine eut-il disparu que 2 autres agents se dirigèrent vers Pierce. Le contre-amiral perdit soudain toute arrogance. « Je n'ai fait que suivre. » « Vous avez falsifié des rapports, coupé des transmissions et mis en danger des civils, » répondit l'un des agents. « Vous expliquerez le reste dans l'environnement approprié. » Pierce fut emmené, les yeux vides, comme un homme venant de comprendre que sa carrière et son avenir s'étaient dissous en quelques minutes. Brooks, lui, restait planté devant la table de l'accusation, tremblant sans pouvoir le dissimuler. Il tenta d'ajuster son uniforme, prit une inspiration, mais Reynolds l'interrompit d'une voix glaciale. « Vos communications sont déjà en cours d'examen. Il serait prudent de vous abstenir de tout commentaire. » Le commandant baissa les yeux. Lui aussi venait de tomber, même s'il ne le réalisait pas encore pleinement. Puis il se passa quelque chose d'inattendu. Un sergent des Marines, assis près de la sortie, se leva. Immobile un instant, il fixa Megan et son bras se leva lentement. Un salut militaire, précis, respectueux, solennel. Personne ne lui avait demandé de le faire. Un autre sergent l'imita. Puis un lieutenant. Puis un capitaine. Puis toute une rangée. Et soudain, comme une vague silencieuse, les uniformes se levèrent l'un après l'autre, remplissant l'espace d'un hommage spontané, brut, puissant. Aucun ordre, aucune directive, un simple acte de reconnaissance envers une femme que l'institution avait tenté d'enterrer. Megan resta figée. Elle ne rendit pas le salut immédiatement. Elle prit une seconde, comme pour absorber ce qui se déroulait devant elle. Puis elle répondit d'un mouvement bref, maîtrisé. Elle n'avait jamais aimé les honneurs. Mais celui-ci était différent. Celui-ci venait de ceux qui comprenaient ce que signifiait survivre à l'impossible. À l'extérieur, la lumière du jour semblait plus vive, presque crue. Caldwell l'attendait, les mains jointes dans le dos. « Lieutenant-commandant Carter, j'aimerais vous proposer votre réintégration. Grade rétabli. Affectation au choix. Programmes avancés ouverts. Vos dossiers de mission seront réhabilités. » Sa voix tremblait légèrement, non par hésitation, mais par émotion contenue. « Vous êtes toujours l'une de nos meilleures. L'une des meilleures qui y ait jamais existé. » Megan croisa son regard. Une part d'elle aurait voulu dire oui. Elle aurait voulu retrouver l'océan, la discipline, les missions à l'aube, l'adrénaline pure, tout ce qui avait fait partie d'elle si longtemps. Mais elle vit, au loin, un bus scolaire qui s'arrêtait. Une petite silhouette en descendit, les cheveux au vent, le sac trop lourd pour ses épaules fines. Émilie. Son monde, sa mission. Elle sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. « Avec tout le respect que je vous dois, amiral. » Elle inspira. « Ma place n'est plus là-bas, pas maintenant. » Caldwell suivit son regard vers la fillette qui courait vers sa mère, un sourire large sur le visage. « Certaines missions comptent plus que d'autres, » murmura-t-il. « Oui, » répondit Megan, « celle-ci en fait partie. » Émilie s'accrocha à elle comme si elle n'allait plus jamais la lâcher. « C'est fini ?» demanda la fillette essoufflée. « Oui, » dit Megan, « c'est fini. » Mais ce n'était pas tout à fait vrai, car quelque chose les attendait. Plus tard dans la soirée, quelqu'un frappa doucement à la porte. Megan fronça les sourcils. Elle ne recevait presque jamais de visite. Quand elle ouvrit, Michael Hayes se tenait là. Et derrière lui, 7 hommes. 7 anciens Marines, 7 visages marqués par la guerre, 7 survivants. Son frère était parmi eux, appuyé sur une béquille, son regard brillant malgré la dureté de ses traits. « Nous ne sommes pas là pour parler, » dit-il d'une voix rauque. Il sortit de sa poche une petite boîte en métal. « On est là pour dire merci. » L'un après l'autre, ils déposèrent sur sa table une épingle d'argent en forme de renard, chacune différente, chacune gravée d'une date, la date à laquelle elle les avait sortis vivants de leur enfer. Le frère de Hayes posa une carte signée par les 7. Un seul message, certaines dettes ne se remboursent pas. Elle sonore. Merci Shadow Fox. Megan resta immobile, la gorge serrée. Elle ne pleurait jamais, mais cette fois, elle sentit une chaleur difficile à contenir derrière ses yeux. Dans le salon silencieux, entouré d'anciens sauvés par son ombre, elle comprit que ce combat-là, celui pour la vérité, pour son nom, pour sa dignité, valait autant que les missions secrètes où elle avait risqué sa vie, et que, pour la première fois depuis des années, elle venait réellement de gagner.
Le lendemain de l'audience, la maison avait une odeur de calme inédit. La lumière du matin traversait les stores, dessinant des lignes dorées sur les murs. Pour la première fois depuis des semaines, Megan se réveilla sans la sensation d'un poids écrasant sur sa poitrine. Le silence n'était plus une menace, mais une promesse fragile. Emily dormait encore, roulée en boule sous sa couverture, un bras pendant hors du lit. Megan resta un moment à la regarder, absorbant la tranquillité de son visage. Cette quiétude valait plus que n'importe quelle médaille, que n'importe quel grade. Elle descendit préparer du café, savourant chaque geste simple. Ouvrir le placard, entendre l'eau bouillir, respirer l'arôme chaud, des gestes qu'elle n'avait jamais vraiment pris le temps d'apprécier. Aujourd'hui, ils prenaient un sens nouveau. Sur la table traînait encore la boîte laissée par les 7 Marines. Les épingles d'argent reflétaient la lumière, chacune marquée d'une date gravée. Des fragments d'histoire qu'elle avait longtemps refusé de se rappeler. Maintenant, elles étaient là, posées devant elle, non plus comme des souvenirs douloureux, mais comme une preuve discrète d'un chemin parcouru. Elle effleura l'une d'elles du doigt, puis referma doucement la boîte. Plus tard dans la matinée, elle accompagna Emily jusqu'à l'arrêt de bus. La fillette sautillait, son sac rebondissant contre son dos. « Tu viens me chercher après l'école ?»« Bien sûr, » répondit Megan, « même si tu redeviens une super soldate. » Megan laissa un sourire apparaître. « Je crois que cette partie de ma vie a suffisamment servi. » Emily acquiesça, même si elle ne comprenait pas encore tout. Le bus arriva dans un crissement de frein. Emily monte à bord, se retourne avant de disparaître derrière la vitre. « Maman !»« Oui ?»« Tu sais, être Shadow Fox, c'est impressionnant, mais être ma maman, c'est encore mieux. » Le bus démarra. Megan resta immobile quelques secondes, respirant profondément. Cette phrase resterait en elle longtemps. De retour chez elle, un silence doux l'accueillit. Pas celui qui précède une attaque, pas celui d'une maison fouillée en son absence. Un silence normal. Elle posa sa veste, s'assit un instant sur le canapé, tenta de comprendre ce qu'elle ressentait. La fin d'une guerre, le début d'autre chose, mais cette transition n'avait rien de violent, c'était presque paisible. Elle alluma la télévision par réflexe, puis l'éteignit aussitôt. Elle ne voulait pas voir les débats, les analyses, les spéculations. Elle savait déjà que son nom circulait partout, que certains la traitaient d'héroïne, que d'autres cherchaient encore à minimiser son rôle. Cela n'avait aucune importance. Elle ne vivait plus pour convaincre qui que ce soit. Sur le bureau, un dossier scellé reposait encore, la proposition de Caldwell, laissée la veille. Réintégration immédiate, avantages rétablis, poste au choix, accès au programme avancé. Elle s'en approcha, retira la bande adhésive et ouvrit le dossier. À l'intérieur, une feuille blanche attendait sa signature. Une seule signature pour renouer avec tout ce qu'elle avait été. Une arme silencieuse, une ombre experte, un renard insaisissable dans les zones les plus hostiles du monde. Elle resta longtemps debout, le stylo en main. Puis elle referma la chemise sans rien écrire. Elle posa le dossier dans un tiroir, sans colère, sans tristesse, juste avec la certitude tranquille qu'elle n'avait plus besoin de cette vie-là pour exister. Dans l'après-midi, elle sortit marcher près du littoral. L'océan roulait avec sa puissance habituelle. Elle sentit, comme à chaque fois, une impulsion familière. L'appel des missions, des vagues nocturnes, des départs avant l'aube. Mais cette impulsion n'était plus un mur infranchissable, c'était un souvenir, un chapitre tourné sans regret. Elle resta longtemps face au vent marin, les yeux mi-clos. Ce n'était pas une retraite, pas une fuite, juste un choix. Et pour la première fois depuis longtemps, un choix qui lui appartenait entièrement. En fin de journée, Emily rentra en courant. Elle s'arrêta devant le salon, essoufflée, puis leva la petite chaîne argentée qu'elle portait autour du cou. Le pendentif en forme de renard brillait doucement. « Tu me l'as donné hier, dit-elle, je ne l'enlèverai plus. »« Je sais, » répondit Megan. « Ça veut dire que je dois être courageuse, pas vrai ?»« Courageuse, oui, mais aussi honnête et intelligente. » Elle se pencha et ajouta, en appuyant l'index contre le pendentif, « Et que tu n'as pas besoin de devenir une ombre pour être forte. » Emily hocha la tête, l'air très sérieux. « Je veux être forte comme toi, mais pas pour aller dans la guerre, pour aider, protéger les autres. » Megan sourit. « Alors tu es déjà sur la bonne voie. » La fillette s'assit à côté d'elle, la tête posée sur son bras.
Elles restèrent un moment ainsi, sans parler, écoutant simplement le bruit du vent et des voitures au loin. Quand le soleil commença à disparaître derrière l'horizon, Megan sentit quelque chose se poser en elle, un apaisement rare, un avenir possible. Elle n'était plus Shadow Fox, ou plutôt, elle ne l'était plus de la même façon. Elle n'avait plus besoin d'un uniforme pour protéger, plus besoin d'un fusil pour se battre, plus besoin d'un appel radio pour exister. Le monde continuerait sans elle dans les zones d'ombre. Mais chez elle, dans cette lumière douce, un autre rôle commençait. Un rôle qu'aucune mission n'avait su égaler. Et tandis que l'horizon s'embrasait d'un rouge profond, Megan sut une chose. La guerre était derrière elle. L'avenir, lui, venait de commencer.